des formations professionnelles autour des questions de professionnalisation et d'insertion dans le domaine de la musique, plus particulièrement des musiciens, et j'ajoute plus particulièrement du domaine classique et jazz, même si nous nous intéressons aussi aux musiques actuelles. Merci Christiane. Isabelle Retailleau. Bonjour, donc Isabelle Retailleau, j'assure actuellement l'intérim de la direction du CFMI, c'est-à-dire le Centre de formation de musiciens intervenants, qui est implanté à l'Université Paris-Saclay et qui forme pour la délivrance d'un DUMI, un diplôme universitaire donc de musiciens intervenants. Merci. Béatrice, par exemple. Oui, donc Béatrice Zavodnik, bonjour à tous. Je suis responsable des études à la Haute École de musique de Genève, donc à la frontière avec la France. Et peut-être les spécificités, disons, de la Haute École de musique, ce serait au niveau du bachelor, la filière qui s'appelle Musique et Mouvement, qui est en lien avec Jacques Dalcroze, le département de musique ancienne, et ensuite au niveau master, plusieurs filières un peu spécifiques. Si jamais vous êtes intéressé à avoir plus d'informations à ce sujet, on pourra en discuter plus tard. Voilà. Merci Béatrice. Philippe bonjour, donc je suis Philippe Brandès, le directeur des études musicales et de la recherche du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, où je coordonne donc les 8 départements musique, des départements qui sont organisés en fonction des disciplines, c'est-à-dire disciplines instrumentales, classiques et contemporaines, ou disciplines vocales, ou disciplines de jazz, ou etc., jusqu'au métier du son, puisqu'il y a le Conservatoire de Paris délivre aussi un diplôme de musicien ingénieur du son. Voilà, c'est dire donc la richesse de ce plateau et de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour ce webinaire. Et je profite pour remercier également l'APEC du CRR de Paris et FUSE pour l'organisation de cette rencontre. En ce qui me concerne, je m'appelle Pascal Lecor, je suis pianiste, je suis professeur de musique de chambre au CRR de Paris et actuellement je suis le conseiller aux études du CPES. Vous avez ces classes préparatoires à l'enseignement supérieur créées il y a 2 ans, après avoir été aussi dans une autre création qui est celle des pôles supérieurs et particulièrement du PSPBD en tant également conseiller aux études pendant à peu près une dizaine d'années. Et puis plein d'autres choses que je partagerai avec vous également au cours de ce moment. Alors, on attend les premières questions. J'ai peut-être envie de partager avec les intervenants une synthèse très très rapide, au moins française si ce n'est européenne, pour l'avoir vécu, et puis je parle aussi sous votre contrôle et votre expertise, parce que chacun a beaucoup d'éléments sur ce que l'on a vécu. Ça fait 12 ans que la France a réussi une petite révolution, en tout cas je le vois comme ça, dans le sens qu'elle a réussi à relier l'université et les conservatoires, puisqu'on avait cette spécificité avec d'autres pays européens également, de faire que la musique dite pratique, celle qui fera les musiciens d'orchestre, les solistes de demain, eh bien, se pratiquer en conservatoire prestigieux, dont Philippe Brandès est aujourd'hui le représentant depuis 200 ans. Vous savez que ça a été créé pour d'ailleurs les armées de Napoléon, pour que la musique soit bonne pour aller au combat. Mais ça a évidemment bien changé. Néanmoins, on continuait à avoir les conservatoires de très haut niveau qui dispensaient des diplômes de musiciens-interprètes. Et puis, plus traditionnellement, les universités, la Sorbonne et toutes les universités françaises qui délivraient un aspect plus de recherche en musicologie, ce qui fait qu'on avait tendance un petit peu à dire, il y a encore traditionnellement, il y a une douzaine d'années, que la musique théorique et la musique pratique. Et l'État français, sous l'impulsion bien entendu des accords de Bologne, qui ont vu de nombreux points pour permettre en gros la facilité aux étudiants de voyager, d'avoir des diplômes équivalents dans toute l'Europe, parce que chaque diplôme évidemment n'était pas valable, il fallait faire des tas de demandes très complexes pour faire que si on avait une licence en France, elle soit valable en Autriche et vice-versa. Et donc, les pôles ont été créés en 2007, se sont mis en place en 2008. Le premier, j'en ai été témoin, c'était le PSPBB, sous l'impulsion de Xavier Delette et d'Alain Jacon. Et ces pôles ont permis, donc, et puis les CNSM aussi, se sont ajoutés à ce processus
qui fait que les études se sont petit à petit organisées, harmonisées. Je fais très très vite. Le dernier point est la création des CPES il y a 2 ans, ces classes préparatoires, de telle sorte qu'on a peut-être maintenant un système plus cohérent qu'avant, qui est d'avoir des études initiales jusqu'à un DEM, DINOP, DNOP, qui vont jusqu'à la fin d'un 3e cycle initial d'apprentissage de la musique, qui peut s'enchaîner, même s'il n'y a pas toujours cette logique pour tout le monde, sur des classes préparatoires, si on a encore besoin de faire quelques progrès avant de rentrer dans l'enseignement supérieur, et puis la possibilité de dérouler ses études vers évidemment un bachelor, un master et un doctorat, et que tous ces diplômes soient équivalents. Et puis je crois que tout dernièrement, ça a mis du temps à se faire en sorte que les diplômes également de professeurs soient équivalents, c'est-à-dire que le DE corresponde à un bac plus 3, comme c'était le cas en Europe, et puis le CA également à un master d'enseignement, à un bac plus 5. Ce n'est pas une moindre chose, ça veut dire que si on a un CA maintenant et qu'il y a un poste en Autriche ou en Allemagne, eh bien, on peut s'y présenter et avoir toutes les chances, en tout cas, de pouvoir y enseigner et vice-versa pour les étudiants étrangers. Je crois que c'est ça donne une impression d'harmonisation, de facilité de lecture. Tout n'est pas gagné, mais je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres, c'est quand même un sacré pas en avant. Jean-Claire, oui, parlez librement au micro en tout cas. Jean-Claire. La parole. Merci Pascal pour ce très efficace historique et résumé. Je me permettrai simplement de le nuancer du fait de ce que j'appelle, parfois ironiquement, mais toujours en toute sympathie, le génie français. Puisque ce génie français a inventé des diplômes d'artistes-interprètes, des diplômes d'artistes-enseignants, effectivement de niveau licence, le DNSPM pour les artistes-interprètes, le DE de professeur de musique pour les artistes-enseignants. Mais que si ces diplômes sont identifiés comme étant de niveau licence, ils ne sont pas des licences et ils ne confèrent pas le grade de licence. C'est-à-dire qu'en étant uniquement titulaire d'un DNSPM, on n'est pas titulaire du grade de licence et une poursuite d'études en master n'est pas automatique. C'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les cursus DNSPM sont articulés à des cursus de licence en musicologie qui permettent à l'étudiant d'avoir à la fois le diplôme d'artiste-interprète et le grade de licence qui permet de poursuivre en master, de la même manière que le CA n'est pas un master en soi. Et Philippe, je parle sous ton contrôle, mais les CNSMDP délivrent conjointement le CA de professeur de musique et un master de pédagogie pour de la même manière que les étudiants aient le diplôme qui est requis et le grade de master. Une évolution à appeler de ses voeux qui est tout juste amorcée pour finir le processus que tu as décrit, Pascal, c'est que ces diplômes, le DNSPM, le DE, le CA, confèrent le grade de licence ou de master pour encore plus de lisibilité dans l'architecture. On peut dire aussi une chose assez simple, c'est qu'il ne faut jamais oublier que c'est les universités qui donnent un diplôme supérieur. Les conservatoires ne sont pas habilités, d'où, ce serait très technique, ce montage de Val-en-Grade, d'assimiler avec d'ailleurs des balances très très différentes dans le partage des enseignements entre l'université et les conservatoires. C'est ça, si je ne me trompe pas. Alors, Béatrice. Juste peut-être pour expliquer alors du regard d'une institution à l'étranger, donc en Suisse, les DNSPM sont reconnus comme des bachelors pour les hautes écoles de musique suisses. À savoir qu'en Suisse, on a eu un système un peu différent. Ça veut dire qu'il y a les universités et il y a les hautes écoles spécialisées, dont fait partie le domaine musical de la scène, donc les écoles de musique, de théâtre et de danse, et qui sont considérées comme des titres tertiaires bachelor-master. Donc ça a été une organisation un petit peu différente, mais ce qui permet de reconnaître ces titres-là. Par contre, à contrario, un DE n'est pas équivalent à un bachelor pour une haute école de musique suisse. Donc ça veut dire que les étudiants français qui ont un DE devront se présenter en bachelor chez nous et la partie pédagogique d'enseignant, elle se situe seulement au niveau du master, au niveau de l'enseignement instrumental vocal. Par contre, l'enseignement à l'école, ça veut dire l'enseignement de la musique à l'école publique ou la rythmique, justement Jacques Dalcroze, ça c'est quelque chose qui peut se faire au niveau du bachelor, justement ce fameux bachelor musique et mouvement.
Voilà, c'est dire que dès qu'on va rentrer dans le détail des premières questions, on va avoir en effet quand même des spécificités européennes, mais on a quand même ce système LMD qui est un point de repère en tout cas. Et il y a une première question moi, que vous désiriez, ou Christiane ou Isabelle, peut-être revenir sur cette structuration, en tout cas la plus synthétique possible pour que ce soit clair pour les personnes qui nous écoutent, parce que on a l'air de dire que c'est simple, mais en fait c'est très complexe, mais la structure est assez simple en fait, plus simple qu'elle ne l'était. Autrement, la première question, ben, elle découle un peu de ce qu'on a dit, je vous la pose telle quelle. Dans le cursus LMD, quelle est maintenant la valeur du DEM? Est-il toujours utile? Qui a envie de Ben, moi, répondre? je veux bien dire un mot là-dessus. Oui. En fait, c'est assez simple puisqu'on est dans la schématisation. En fait, comme pour l'enseignement général, l'enseignement spécialisé de la musique, il y a un enseignement dit initial qui va jusqu'à l'équivalent du baccalauréat ou quelque chose qui s'en approche, et puis l'enseignement supérieur. Et le DEM, eh ben, il fait partie de l'enseignement initial, tout simplement. Donc, c'est un diplôme qui a encore de la valeur en soi, même s'il n'est pas spécialement requis pour se présenter à d'autres parcours. Mais en tout cas, voilà, c'est un diplôme qui marque une étape de l'enseignement initial. Alors, je redonne des choses très très simples, j'espère évidemment toujours sous votre contrôle. Les deux CNSM français sont les seules institutions où on peut se présenter sans prérequis. On ne vous demandera pas de diplôme, à l'inverse des pôles supérieurs qui demandent d'avoir ou le DEM ou une attestation maintenant de CPES et le baccalauréat. Je ne sais pas ce qu'il en est. Enfin, c'est peut-être d'autres règles, mais le DEM peut être encore demandé, par exemple, à un concours pour rentrer dans un pôle supérieur en France. Alors, pour rentrer en Suisse, le DEM n'est pas demandé. Chez nous, le titre pour se présenter en bachelor, c'est soit le bac général, soit le bac technologique, le BTS DUT, le bac européen, international avec 32 points sur 42. Ce sont les règles de Swiss Universities. Alors, c'est vrai que Jean-Claire, peut-être? Je répondrai après. Oui, excuse-moi Pascal. C'est pour indiquer que c'est la loi, c'est l'arrêté du 1er février 2008 qui nous parle du DNSPM, donc de ce diplôme d'artiste-interprète de niveau licence. En son article 4, très précisément, qui précise que pour avoir le droit de se présenter dans les pôles sup, il faut le DEM et le baccalauréat. Néanmoins, cet arrêté est en cours de réécriture et dans sa nouvelle formule qui n'est pas encore sortie, il sera indiqué qu'il faut le baccalauréat et le DEM ou une attestation d'inscription en classe préparatoire. En effet, ça c'est très important, on l'attend avec impatience parce que, en effet, le CPES n'appartient pas encore. Alors justement, on a une question sur le CPES. On nous demande, est-ce que les CPES donnent-elles une équivalence universitaire? Alors, je voudrais juste, avant de répondre, ou que nous répondions à cette question, bien spécifier que le système mis en place européen, pour que l'on soit à peu près d'accord sur la délivrance des diplômes, ce qui n'est évidemment pas facile puisqu'il n'y a pas deux pays, il n'y a même pas, même en France, deux institutions qui organisent les études de la même manière. Il y a un référentiel lié au diplôme, mais qui peut se décliner de manière fort différente avec une offre pédagogique très très différente. Donc vous savez qu'on fonctionne, je le dis à ceux qui nous écoutent et ne connaissent pas ce système, on fonctionne en ECTS, en European Credit Transfer System. On accumule des crédits. Avoir un diplôme, c'est avoir un certain nombre de crédits qui font qu'au cours des semestres, en fait, on fonctionne plutôt, je crois, au niveau européen sous forme de semestre, eh bien, on accumule ces crédits à la manière de sa panière qui se remplit. Et quand on a l'ensemble des crédits, soit alloués évidemment au bachelor, mais aussi au master, etc., eh bien, on a son master, et ce qui permet de le faire où l'on veut, d'accumuler des crédits, soit dans une institution de base ou évidemment dans des institutions lors de, par exemple, d'échanges Erasmus ou autres, ce qui permet qu'on soit à peu près d'accord, même si chaque institution est garante d'accepter ou non ces crédits, de pouvoir avoir l'obtention d'un diplôme à un niveau européen en tout cas. Alors, qu'en est-il de… Est-ce que le CPES donne une reconnaissance universitaire? C'était la question qui vient d'apparaître à l'instant. Je ne veux pas être le seul à répondre, mais Philippe… Moi, j'en ai pas la moindre idée, mais
mais en tout cas, je crois, mais je parle sous le contrôle de mes collègues, que le CPES, ça permet en tout cas d'avoir un statut d'étudiant, donc c'est bien une entrée dans l'enseignement supérieur. Maintenant, je ne vois pas très bien quelle équivalence universitaire on pourrait solliciter, puisque le premier grade universitaire qui existe aujourd'hui, c'est la licence, et le CPES ne va pas jusqu'à ce niveau-là. Donc voilà, moi, c'est tout ce que je peux répondre, parce que je ne connais pas avec plus de précision cette classe. C'est tout à fait cela. Et l'autre complément que va peut-être aussi nous donner Jean-Claire, c'est qu'il faut bien… Le CPES, vous savez, a pris cette place particulière qui était souvent de perfectionnement, et chaque conservatoire avait une manière de le décliner très particulièrement. Le CPES est plus institutionnalisé, avec un parcours un petit peu plus tracé, mais c'est surtout pas un diplôme. Donc, c'est simplement une préparation, comme son nom l'indique, avec un cursus qui permet de… C'est du training, comme les autres classes prépa. Donc, ça ne donne rien. Au sortir, on a une attestation, on n'a pas de diplôme. En effet, le premier grade, Philippe Brandès vient de l'exprimer, c'est évidemment la licence, le bachelor. Donc, non, ça ne donne rien au niveau universitaire, mais ça donne quand même une chose qui n'est pas des moindres, qui est le statut d'étudiant. Jean-Claire, tu voulais peut-être aussi ajouter quelque chose? Oui. Tout simplement parce que c'est vrai que c'est une question qui se pose souvent, et pour interroger et revisiter cette notion d'équivalence qui, dans nos établissements comme à l'université, en fait, relève de ce qu'on appelle la validation d'acquis antérieurs, c'est-à-dire dans quelle mesure puis-je faire reconnaître le parcours d'études que j'aurais pu faire avant de rentrer dans l'école, ici ou là. Et alors, on pourrait imaginer, par exemple, là vraiment, je délire, mais un étudiant qui rentre en fac de musicologie, qui aurait suivi, par exemple, une ou deux années de cours d'analyse dans le cadre de sa CPES, pourrait demander à l'université de voir s'il ne pourrait pas éventuellement faire reconnaître, faire valider son enseignement d'analyse de première année au prétexte des cours d'analyse qu'il aurait suivi dans le cadre de sa CPES. Et cet arbitrage, de toute façon, il est le lot de l'université. Donc, il n'y a rien d'automatique, mais si jamais une université décide de reconnaître par le biais de la validation d'acquis antérieurs, la VAA, tel enseignement en équivalence de tel enseignement, c'est sa liberté. Je vais être complémentaire à ta réponse, parce que j'ai souvent le cas d'étudiants qui se présentent. Dans les cursus, surtout dans l'enseignement supérieur, on est toujours censé passer le concours d'entrée pour accéder à cette structure. Il n'y a pas, c'est pas parce que l'on est rentré au PSPBB que l'on va pouvoir passer, par exemple, directement deuxième année au Pôle Sup 93 ou à Dijon ou à Aix-en-Provence. Il faut repasser le concours d'entrée parce que, en fait, comme toujours, chaque institution est libre d'accepter ses candidats. Et une fois rentré, en effet, Jean-Claire, on peut valider, faire valoir ce que l'on a appris ailleurs, et libre à la nouvelle institution de décider ce qui va dans le sens de son enseignement. C'est bien cela. Donc, concours d'entrée obligatoire, ce n'est pas rentrer dans un cursus où l'on peut voyager déjà, en tout cas. Alors, je me permets simplement de nuancer, excuse-moi Pascal, parce que ça, en fait, ça dépend du règlement des études de chaque établissement. Donc, je sais qu'au Pôle Sup 93, on a un article de notre règlement des études qui a trait au transfert de dossier, et on en accueille, là encore, on est en plein concours d'entrée, ça nous arrive d'accueillir des étudiants en mobilité, c'est-à-dire qui nous viennent d'un Pôle Sup ou d'un CNSM en France, et qui, pour des raisons personnelles, est amené à déménager et demande un transfert de dossier. Dans ce cas-là, la procédure n'est pas automatique, mais elle est allégée. C'est simplement un entretien. La réponse est usuellement positive parce qu'on joue le jeu de la coopération entre établissements. Voilà, c'est simplement pour nuancer, à regarder le règlement des études de chaque établissement. Par exemple, très rapidement, Philippe, Béatrice, est-ce que vous acceptez, est-ce qu'il y a concours d'entrée obligatoire, ou vous accepteriez un étudiant du Pôle Sup 93 ou d'une autre institution sans passer l'ensemble des épreuves d'admission? À la Haute École de musique de Genève, et c'est le cas dans toutes les hautes écoles de musique suisses, le concours d'entrée sera le même pour un candidat qui a par exemple acquis certains crédits ailleurs. Simplement, une fois qu'il aura passé d'abord l'épreuve instrumentale vocale, le test théorique aussi, on fera un point sur ses cours. Alors, s'il a passé une première année, par exemple, dans un pôle supérieur
en France, il pourra passer ce qu'on appelle chez nous des validations de compétences. Ça veut dire que les seules équivalences qu'on donne, c'est avec la musicologie, par exemple, s'il y a des crédits acquis en histoire de la musique, c'est des choses qu'on valide sur la base du titre. Par contre, tout ce qui est d'ordre, par exemple, harmonie, contrepoint ou des éléments comme ça, ils devront passer des tests de validation de compétences. S'ils ont les compétences, ils n'auront pas besoin de suivre la discipline à nouveau. La durée du bachelor pourra être réduite de 2 ans au lieu de 3 ans, selon le nombre de validations de compétences, mais ce n'est pas automatique. Par ce fait-là, les seules équivalences, disons, automatiques, c'est dans le cadre d'échanges Erasmus, parce que là, on décide d'un learning agreement avant le départ d'un étudiant, et c'est un accord entre 2 institutions tertiaires. Mais l'échange Erasmus n'est pas intégré à la structure, c'est la visiter. Exactement, oui. Différent comme statut. Philippe, je crois que je connais la réponse, mais c'est important de la dire également pour le CNSM. Oui, non, au CNSM, il n'y a aucun transfert de dossier possible et on ne rentre que sur concours, même quand on vient du CNSM de Lyon. Voilà. Donc, c'est dire qu'il y a quand même des facilités, comme le rappelle Jean-Claire, mais voilà, une certaine logique peut-être de passer le concours d'entrée. Je le dis car c'est important de se rendre compte, quand j'étais conseiller au pôle, certains étudiants, et à raison, avaient fait 2 ans chez nous et même jusqu'en 3e année, commençant la 3e année de licence DNSPM, chercher à entrer, par exemple, justement au CNSM de Paris. Alors, c'est un questionnement et repasser le concours d'entrée en licence. Ça veut dire qu'il faut bien réfléchir. Ça a forcément un impact sur la durée des études, même si je pense que Philippe Brandès aurait été le premier à leur faire une petite ristourne, peut-être vis-à-vis de la VAA, à ce qu'ils ne refassent peut-être pas 3 ans. Mais évidemment, si on est déjà dans l'enseignement supérieur et qu'on recommence dans le même cursus, eh bien, on peut recommencer à la case départ, comme le jeu de loi, et faire que les études peuvent s'augmenter d'autant. Donc, c'est une décision importante. Oui. Moi, je veux bien dire 2 mots sur cette question. Donc, effectivement, tous les cas de figure sont possibles. Donc, comme ça a été expliqué précédemment, il y a le même système au Conservatoire de Paris, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a le principe de la validation d'acquis antérieurs. Donc, il y a une commission qui se réunit 4 à 5 fois dans l'année et qui statue sur les demandes des élèves. Il n'empêche que on n'encourage pas forcément les élèves à écourter leurs études, non pas pour des questions de niveau, mais pour des questions d'environnement. Parce qu'en fait, ils s'aperçoivent certains assez rapidement qu'il y a un environnement qui est assez porteur au Conservatoire de Paris, notamment, par exemple, on propose à peu près une centaine de disciplines complémentaires optionnelles qui ne sont pas forcément partie du cursus, mais qui peuvent être suivies en parallèle. Et ces disciplines sont un vivier extrêmement riche de développement pour les élèves, et s'ils font leurs études le plus rapidement possible, ils pourraient probablement ne pas en profiter. Donc voilà, encore une fois, on répond aux demandes des élèves, s'ils le méritent et si leurs demandes sont recevables, on les ratifie, mais on les met en garde sur le fait de parcourir trop vite le parcours alors qu'ils pourraient en profiter pleinement en prenant un peu de temps. Je partage totalement cet avis. C'est très important de le rappeler. Pardon, Béatrice, mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas croire, si là on va parler de cursus, j'ai 2 questions en attente auxquelles on va répondre également. Il ne s'agit pas d'empiler vite des cursus, de passer de l'un à l'autre de façon boulimique. Il ne faut jamais oublier, surtout dans nos domaines, que c'est vraiment rentrer dans une école, c'est une imprégnation. C'est sans doute là aussi très important, on va sans doute en parler, où on fait son réseau pour des fois toute sa vie. Et ça vaut le coup d'y rester et non pas de vite en partir, de zapper. Voilà, il y a un temps, ce temps est fabuleux dans la construction d'un artiste. Pardon, Béatrice, ça me donne envie de répondre. Non, c'est moi. C'est juste pour renforcer aussi ce qu'a dit Philippe Brandès. C'est vrai qu'en termes de validation de compétences ou d'équivalence, à la Haute École de musique de Genève, nous ne donnons jamais d'équivalence pour tout ce qui est lié à la pratique musicale, c'est-à-dire musique de chambre, orchestre, parce qu'il s'agit aussi justement pas seulement de suivre un cursus dans un temps record, et de vraiment créer une communauté artistique qui va partager des moments forts pendant leur formation sur plusieurs années. Donc ça, c'est un élément important aussi à dire. Alors, il y a une question d'Andrea qui me demande, y a-t-il une limite d'âge pour rentrer dans chaque institution et un nombre limité de tentatives d'entrée? On peut presque répondre unanimement, je ne sais pas, ou
Alors, chez nous, il n'y a pas de limite d'âge, c'est dans les règlements HESSO, mais c'est une évidence que comme nous avons des effectifs réguliers, ça veut dire un nombre limite de places dans l'institution, à compétences égales, c'est vrai que les candidats, disons, qui ont jeunes et qui ont un potentiel de développement plus grand qu'une personne plus âgée va être priorisé de ce fait, par rapport aussi à la réalité de la profession, finalement. Ça va dépendre aussi des instruments. On sait que, par exemple, pour les instruments historiques, des fois, les vocations commencent plus tard. Par contre, un pianiste, un violoniste, ça va être peut-être plus délicat de commencer un cursus plus tardif. Une question de Sarah également qui me dit: il faudrait demander aux étudiants une inscription universitaire en parallèle des classes préparation des CPES pour obtenir des équivalences comme cela se serait fait comme cela se fait dans les autres classes prépa. Ça, c'est une question presque de société, ou peut-être pour l'APEC. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Claire. Il y a une difficulté qui a trait aujourd'hui à l'articulation du DNSPM, donc le diplôme d'artiste-interprète du niveau licence, et de la licence de musique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rentre en première année de licence en même temps qu'en première année de DNSPM. Donc, si l'articulation se faisait plus tôt, c'est-à-dire entre la licence et la CPES, ça veut dire qu'on désarticule la licence et le DNSPM. Tout à fait. Oui. Bon, ça n'empêche pas, on a des étudiants qui, des fois, commencent des parcours universitaires et seraient en avance. Il ne faut pas oublier les deux cursus ne sont pas obligés d'être commencés et finis en même temps. C'est la souplesse que permet ce cursus. En plus, l'offre universitaire ne sera pas la même selon l'institution dans laquelle on rentre. Voilà, il faut que chaque chose se fasse peut-être à son temps. Qu'est-ce que le CFMI, comment il se positionne déjà dans cette première partie de débat et comment s'articulent les études par rapport déjà au point qu'on a évoqué en ce moment? Par rapport aux conditions d'entrée, nous on recrute à bac plus 2. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aient le bac depuis au moins 2 ans. Je reviens sur ce que disait Jean-Claire tout à l'heure sur les artistes enseignants, puisque ce sont des enseignants que nous formons, et avec un DUMI qui est classé comme le DE au RNCP au niveau 6, c'est-à-dire niveau licence, mais sans avoir le grade licence. Voilà pour son placement, enfin sa situation en tout cas dans l'arborescence de l'enseignement supérieur de la musique. La spécificité. Pardon, Béatrice. Isabelle, excusez-moi. Non, allez-y. Mais en fait, je voulais rebondir sur la question antérieure que posait ma collègue Sarah Bamfelder, qui est que quand même un certain nombre de conservatoires sont déjà au niveau, en partenariat avec des universités au niveau d'une licence. Donc, avant même d'avoir terminé leur DEM, alors je ne sais pas comment ça se passe justement au niveau du CPES, mais enfin, autant que j'ai pu le voir, c'est extrêmement tuilé. Donc peuvent démarrer leur licence et valider à l'intérieur de des parcours spécifiques instrumentistes ou artistes des compétences artistiques réalisées au conservatoire et qui, je pense, évidemment, vont s'accumuler au fur et à mesure dans la poursuite de licence. Donc il y a déjà des articulations qui se faisaient au niveau du cycle spécialisé, alors qu'il y a différents noms et en plus on ne sait plus comment les appeler vu que d'un établissement à l'autre, il y a des variantes ou des variations, mais enfin, bon, on voit à peu près ce qu'il en est. Donc, je suppose que pour ce que j'en vois, en tout cas, dans les conservatoires qui agglomèrent ou prolongent ou fusionnent leur dispositif DEM avec les classes préparatoires, je suppose qu'ils peuvent continuer ces partenariats. C'est vrai qu'on parle de modèles, de règles, tout ça est bien établi, mais dans la réalité, tu le dis très bien, Christiane. Il y a énormément de variantes. Je voudrais juste dire un mot là, sur la comparaison avec les classes préparatoires des grandes écoles. Comparaison n'est pas raison, hein, puisque les élèves qui sont en classe préparatoire aux grandes écoles et qui s'inscrivent à l'université, ils n'y suivent pas les cours. Ils sont inscrits à l'université juste pour avoir leur niveau de deuxième année de licence au moment où ils en sortent, mais ils n'y suivent pas les cours. Là, tout ce qui a été évoqué jusqu'à maintenant dans les partenariats, bien sûr, il y a des cours à suivre à l'université. Donc, c'est un enseignement complémentaire et parallèle, enfin,
complémentaire, oui, à celui qui est suivi. Et ce n'est pas seulement pour avoir une équivalence, c'est effectivement pour avoir un complément d'enseignement, puisque ce ne sont pas les mêmes parcours, bien évidemment. Une question pardon, de Catel, justement pour le CNSM. Il y a une limite d'âge pour l'inscription du concours, mais est-elle prise en compte dans l'évaluation par les jurys? Alors, c'est une très bonne question. Il y a bien une limite d'âge pour la quasi-totalité des concours d'entrée au Conservatoire de Paris. Il y a quand même 2 ou 3 disciplines qui sont sans limite d'âge, mais bon, ce n'est pas la peine de les mentionner parce qu'elles ne concernent pas du tout ceux qui nous écoutent, en tout cas pas aujourd'hui. Donc, le jury ne sait à peu près rien sur les élèves. Donc, il ne sait pas leur âge, il ne sait pas leur provenance, il ne sait pas leur diplomation, etc. Donc, a priori, plus on avance, moins ils ont le dossier des élèves au moment du concours. Donc, la limite d'âge n'est pas prise en compte spécifiquement par le jury, puisqu'il n'a pas connaissance de l'âge des candidats. Il faut bien dire, je le rappelle des fois, je ne sais pas si Philippe, vous serez d'accord ou vous autres sur ces questions-là, il n'y a pas 2 jurys identiques, les jurys arrivent, ils ont la liste, ils écoutent, donc il y a la question du niveau qui revient toujours. Il n'y a pas évidemment qu'il y a un niveau qui se dégage d'un concours, mais il n'y a pas de niveau préétabli, il n'y a pas une ligne de flottaison et d'un concours à l'autre, les niveaux peuvent être différents d'une année à l'autre. Donc, à chaque coup, les cartes sont jetées et c'est vraiment ce qu'on appelle un concours, c'est-à-dire que c'est le niveau émergent et c'est les meilleurs qui gagnent. Voilà, il ne faut surtout pas croire qu'il y a que l'on sait plein de choses, parce qu'on entend des rumeurs, bien entendu. Hein, je fais le relais de tout ce qu'on entend. Il y a des années, on me dit le CNSM, ils prennent que des jeunes cette année. Ah ben non, cette année, ils ne prennent que des vieux. Enfin bon, et puis tout ce que l'on veut. Donc, non, il ne faut jamais oublier que les jurys se rencontrent, des fois ils peuvent se connaître, mais au moment du concours, on ne leur dit pas de voter d'une manière ou de l'autre, ils ne savent pas toujours combien il y a de places, et c'est une belle transparence, et chaque année est nouvelle et riche de découvertes. Alors, il y a quelques questions. On me demande, est-ce que la Haute École de Genève est une école publique ? Donc, la Haute École de musique de Genève donc fait partie de ces hautes écoles spécialisées. Donc, c'est en effet soutenu par la Confédération et les cantons. On a un système financier un petit peu compliqué, je ne vais pas en parler ici, mais donc il s'agit bien d'une école qui est, disons, publique, parapublique, qui dépend des départements de l'instruction publique et dans les cantons. On a un système un peu à 2 échelles, au niveau fédéral et au niveau cantonal. J'avais vu passer aussi une question par rapport aux coûts. Donc, les coûts de la formation à la Haute École de musique de Genève, j'ai fait la traduction en euros. C'est 900 € par année, en sachant que le coût réel des études est entre 31 000 et 36 000 € par année. C'est juste pour vous dire, donc l'écolage est bas par rapport au coût réel des études et contrairement aussi aux écoles anglo-saxonnes dont les étudiants payent le coût réel justement des études. Une question de Lynn. Est-il essentiel de préparer le CPES comme la suite logique après avoir été admis en cycle spécialisé au CRR de Paris? Alors, on a un petit peu répondu quand on a évoqué avec Christiane ce sujet. Dans le meilleur des mondes, on pourrait dire que c'est justement une fois qu'on est en son DEM, on rentre en CPES si on a encore besoin de se perfectionner pour rentrer à coup sûr dans l'enseignement supérieur. Dans la réalité, ce n'est pas aussi logique que ça. On peut rentrer toujours directement dans l'enseignement supérieur après son DEM. On peut rentrer en CPES pendant qu'on fait ses études en spécialisé. D'ailleurs, il est très facile d'avoir le DEM puisque les cursus sont pratiquement identiques. Donc, tout est possible en fait. Je pense que c'est surtout l'objectif qui est différent. C'est-à-dire que le DEM, c'est la fin déjà d'une certaine connaissance de l'instrument et de la musique. C'est la fin d'un cycle d'apprentissage pour aller après vers ce qui est le domaine de l'enseignement supérieur, qui est l'excellence et la maîtrise. Le CPES, c'est vraiment une classe, un moment de cursus, de préparatoire, d'entraînement avec beaucoup de discipline. L'objectif, c'est de s'entraîner pour rentrer vraiment dans l'enseignement supérieur. C'est peut-être pas tout à fait
le même objectif, et puis l'enseignement supérieur, c'est encore une autre finalité. Je dirais qu'il ne faut pas mélanger ce pourquoi on rentre. Il faut peut-être déjà avoir son DEM, bien finaliser ses études, mais on a souvent des élèves très jeunes qui ont besoin de continuer dans un cursus. Enfin, après, pour répondre, il faudrait voir chaque cas particulier peut-être, à moins que mes collègues veuillent répondre sur ce point. Je veux bien apporter juste un petit complément. Donc là encore, ça dépend. Il y a autant de CPES différentes qu'il y a de CPES et donc de contenu de CPES. Mais l'enjeu d'une CPES n'est pas que du perfectionnement instrumental, c'est aussi l'opportunité pour les étudiants qui la fréquentent de préciser leur projet d'études supérieures en développant leur connaissance de l'offre, de ce qui leur est proposé entre les CFEDEM, les pôles sup, les CFMI, les CNSMD, les universités, de consolider le projet qu'est leur pour pouvoir se présenter dans l'école qui correspondra le mieux à leurs attentes et à leurs capacités. Tout à fait. Et alors, c'est bien parce que je n'ai pas la question, mais j'ai envie de peut-être te la poser, Jean-Claire, ou vous la poser à tous. Comment fait-on pour choisir une école dans justement cette offre qui est si variée? Est-ce qu'on peut donner des conseils? Moi, je vois comme vous certaines façons de faire que je trouve des fois curieuses, d'autres qui sont tout à fait adéquates. Alors, tu l'as dit, il y a peut-être les CPES, mais comment on choisit une école en musique? Qu'est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'il y a quelques conseils clés que l'on pourrait donner à nos futurs musiciens? Alors, je veux bien amorcer un début de réponse et là, je suis sûr que les collègues pourront largement compléter. Bon, alors en général, on a son prof de discipline principale qui nous conseille, qui nous dit tu peux poursuivre ça serait intéressant que tu ailles dans telle école, poursuivre auprès de tel enseignant. Donc ça, c'est une première clé. La deuxième, c'est tout simplement fréquenter les sites, aller visiter les sites internet de tous les établissements, parce que le projet de chaque établissement y est détaillé. Et ça permettra non seulement d'identifier l'identité des professeurs avec lesquels on pourrait travailler, mais aussi la coloration ou les priorités, les orientations adoptées par tel ou tel établissement. Au Pôle Sup 93, on a des cursus très axés sur la réalisation de projets artistiques. Et dans ces projets artistiques, des projets pluridisciplinaires qui associent la musique au théâtre, à la danse, aux arts du cirque, au cinéma, et une défense marquée en direction de la musique contemporaine. Voilà, si ça nous intéresse, on a peut-être intérêt à se soucier de ce que fait le Pôle Sup 93. Et si on n'aime pas du tout la musique contemporaine, peut-être qu'il vaut mieux aller voir ailleurs. La troisième possibilité, en général, chaque établissement organise des portes ouvertes. Donc, c'est l'occasion d'aller rencontrer les équipes, les étudiants, les enseignants, et puis discuter avec des étudiants qui se trouvent dans les écoles. Parce qu'au fond, on peut dire qu'il y aura toujours une présentation du directeur qui vous fera croire que son école est la meilleure de la Terre. C'est le cas du Pôle Sup 93, évidemment. Mais si vous discutez avec les étudiants, ils pourront avoir un retour de terrain beaucoup plus précis, un retour d'expérience de leurs études. Un petit complément sur peut-être des conseils à donner. Et par exemple, il y a une question aussi qui s'adresse au CFMI. Est-ce qu'après 2 années de CPES, est-il possible de s'engager vers le CFMI en l'absence de parcours universitaire? Où peut-on trouver tous ces choix? Comment s'y retrouver dans cette offre pléthorique mais riche? Oui, alors c'est tout à fait possible. Bon, Jean-Claire, comme d'habitude, a fait une synthèse à la fois complète et très précise. En effet, pour savoir ce qui se passe dans chacune de ces écoles, l'idéal est de se rendre sur les sites. On peut tout à fait, sans avoir fait de parcours universitaire, entrer au CFMI, dire quelques mots quand même de ce métier peut-être peu connu, puisque nous formons donc des musiciens intervenants, qui sont des enseignants spécialistes de l'éveil musical. Et on les appelle musiciens intervenants parce qu'une des formes que peut prendre leur action, qui consiste à favoriser l'accès à la musique, une des formes que peut prendre leur action est donc l'intervention, notamment dans des classes élémentaires et maternelles, mais pas que.
progressivement, le métier de musicien intervenant s'est étendu aussi à des interventions auprès d'autres publics, comme l'intervention en milieu accueillant des personnes en situation de handicap ou intervention dans des crèches. Mais pour l'essentiel, les interventions se passent en milieu scolaire et consistent aussi en montage de projets qui s'inscrivent dans un territoire, des projets artistiques qui embarquent dans leur dynamique, en fait, des publics aussi très différents, bien au-delà du public scolaire. Et très souvent, en fait, les personnes qui se dirigent vers le CFMI, c'est suite à une rencontre. Soit ils ont vu un musicien intervenant, ils ont croisé un professionnel. Et parfois aussi, on a plusieurs candidats cette année qui nous sont adressés par des enseignants artistes qui interviennent au CFMI et qui voilà, ont vu par rapport au profil de tel ou tel étudiant qui pourrait tout à fait trouver sa place au CFMI. Merci. Et Christiane, toi qui vois beaucoup d'étudiants aussi forcément sur le conseil, sur l'orientation, est-ce que tu vois comment ils s'orientent? Tu aurais des conseils à leur donner? Juste, j'ai envie de rebondir, mais je prends la parole une seconde. Jean-Claire disait, il y a les sites Internet. Je suis assez surpris, par exemple, la plupart des étudiants que je connais ne vont pas du tout se renseigner sur ce qu'est l'école, ne serait-ce que… Il y a toujours une première page de garde qui parle de la philosophie, de l'optique des études. Et souvent, ils rentrent un peu par mode, où ils entendent parler. Il y a des modes d'abord. On parle à un moment ou à un autre plus d'une école ou de l'autre. Il y a des professeurs dont on parle, si bons soient-ils, mais souvent, ils ne savent même pas quelle est l'offre pédagogique, ou ils n'ont simplement pas été sur le site Internet, alors que Dieu sait qu'ils vont sur les sites Internet pour des tas d'autres raisons. Oui, c'est très juste. Je prolongerai même encore la réponse parfaite qu'a fait Jean-Claire. Effectivement, la première chose, c'est déjà un peu réfléchir à vers quoi on va se diriger, on l'a évoqué. Et aujourd'hui, il faudrait aussi dire que la profession même de musicien, être musicien professionnel, veut dire beaucoup de choses et voudra dire beaucoup de choses dans le cadre d'une carrière. Et ça, c'est plutôt de mon côté, c'est-à-dire je suis plutôt dans qu'est-ce que l'on va pouvoir faire avec des compétences artistiques, pédagogiques, de médiation, d'intervention, des multiplicités d'actions possibles en tant qu'artiste musicien. Et c'est vrai que je pousse encore plus loin parce que la première réaction, et c'est tout à fait normal, c'est mon prof m'a dit ou je veux suivre tel enseignement de tel professeur, et on le comprend très bien. Je suis complètement Jean-Claude disant, regardez un petit peu effectivement l'esprit de l'école, bien évidemment aller aux portes ouvertes, alors quand c'est à l'étranger c'est un peu plus compliqué, et puis là c'était un peu plus compliqué, mais ils les faisaient quand même à distance, ils ont quand même la plupart d'autres des établissements, je ne parle pas que des établissements d'enseignement artistique, mais de ceux qui ont un lien avec la musique, donc également ceux qui peuvent mener au métier du son, etc. Et il y a aussi pas mal d'autres structures. Et moi, je vais encore plus loin en disant, mais regardez, est-ce qu'il y a beaucoup de concerts? Est-ce qu'il y a beaucoup de projets? Est-ce qu'il y a des liens des écoles avec des institutions musicales extérieures, tel orchestre, tel centre de création musicale, voire telle autre école d'art? Jean-Claire mentionnait effectivement les liens qu'il peut y avoir, et Dieu sait s'ils sont nombreux et pertinents aujourd'hui, avec des écoles de réalisation, d'animation, d'art plastique, etc. Bref, tout ce qui va justement nourrir la culture générale, la culture du métier et ce fameux réseau professionnel qui est si important d'ouverture, de contact, de début de projet qui va faire de fait une grande différence et avoir un réel impact dans le processus d'insertion. Et moi, je vais même encore plus loin, c'est est-ce que la ville elle-même, et je parle notamment à l'étranger en particulier, est-ce qu'elle est accessible ou pas? Bon, là, on a mentionné les prix et les tarifs du Royaume-Uni en particulier. On est vraiment au prix réel et là, ça devient excessivement cher. Donc, qu'est-ce que cela offre aussi? Quelle est la vitalité même de l'endroit? Et je ne parle pas forcément des normes capitales, mais je pense à des villes de régions en France qui ne sont pas grandes et qui pourtant ont sur un territoire relativement petit des facs de musicologie, un centre de formation de musiciens intervenants, des labos de recherche, des écoles de jazz,
etc. Et qui, justement, parce qu'elles sont de petite taille, permettent un grand brassage, une grande rencontre entre les étudiants et de fait donnent aussi une qualité très, très grande de parcours. Donc oui, pour moi, tout va compter. Et puis j'ai encore envie de rajouter qu'il faut aussi éviter de se compliquer parfois inutilement la vie, du genre aller très 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 loin faire ses études, parce que les études sont exigeantes, engageantes, et que peut-être se donner aussi un certain confort de vie est aussi important. Donc tu vois, je vais assez loin. Mais surtout voir les opportunités. Une des choses qui me frappe avec les étudiants, tu mentionnais qu'effectivement, pour beaucoup d'entre eux, aller simplement sur les sites des établissements qui, effectivement, sont souvent déjà très bien faits et riches d'informations, mais ne voient pas, même quand ils sont parfois à l'intérieur des établissements, la richesse de tout ce qui est proposé en termes de projets, de rencontres, de masterclass, etc., etc. Et c'est une chose qui me frappe toujours. Donc, cette sorte de monomania parfois un petit peu sur le cours, bien sûr, est essentielle, on en est bien conscient, mais à ce moment-là, on a envie de dire, autant prendre un cours particulier. Ça va. Or, les établissements offrent beaucoup plus que cela. Et c'est des fois dommage d'avoir le sentiment que les étudiants n'en prennent peut-être pas toute la mesure, mais peut-être me trompais-je. Et cela, c'est ce relaie ce que disait Philippe Brandès tout à l'heure. On rentre dans une école pour profiter, on va dire, presque d'une ambiance, du réseau. Même moi, je me souviens, à mon époque, qui n'est pas si lointaine, mais quand même, moi, je pensais que c'était les professeurs fabuleux que j'avais qui allaient m'apprendre. Et puis, je me suis rendu compte que les collègues m'ont aussi drôlement appris ou m'ont poussé à faire des progrès. Donc, c'est toute une ambiance et il faut aussi l'étendre à la ville. C'est pas neutre que de décider d'aller faire des études à l'étranger ou en France, dans telle ville, dans telle autre. Et ça peut être des fois un cadre, ne serait-ce que les deux CNSM que nous avons en France, les cadres ne sont pas les mêmes et ça favorise forcément une manière de faire de la musique différente qui peuvent correspondre à certains, mais pas à d'autres. Moi, j'avoue que je suis assez heureux qu'il y ait maintenant une diversité plus grande qu'à une certaine époque, simplement par le fait que faut pas oublier que rentrer dans l'enseignement supérieur, c'est passer à minima 5 ans. Et si on est avec un professeur, si bon soit-il, avec qui on n'accroche pas, tout simplement, et où on va se forcer de faire ce qu'il nous demande alors que ce n'est peut-être pas notre personnalité ou la manière dont on aimerait décliner la musique, c'est quand même un élément maintenant à prendre en compte et on peut très bien choisir forcément une structure qui corresponde vraiment à la vision que l'on a de la musique et surtout au métier futur. J'ai des questions sur la suite d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe après que l'on ait fait ces écoles supérieures? Quelle est la suite? C'est quoi la vie après l'enseignement supérieur? Je dirais, c'est s'inventer son métier de musicien, peut-être, parce qu'il y en a tellement de métiers de musicien. En tout cas, c'est une évidence qu'on rentre avec des aspirations, un désir, peut-être un objectif très clair, parfois pas si clair que ça au départ, mais on a des aptitudes, on est doué, on a gravi des échelons déjà pendant toute sa formation initiale, on est baigné dans cette communauté artistique, ces rencontres, que ce soit des professeurs, que ce soit des collègues. Finalement, c'est aussi dans le cadre de la formation que vont s'ouvrir des nouvelles portes, parce que d'une part, évidemment, par la création de la communauté, par les projets, par les intervenants extérieurs qui sont invités, par le lien avec le terreau local aussi où se situe l'institution, les partenaires des institutions de production qui sont présents. Et je vois par exemple la réflexion qui se fait aujourd'hui au niveau de la Haute École de musique de Genève, par exemple, et qui se fait pas mal au niveau suisse de façon générale, c'est toutes ces compétences finalement complémentaires pour former un musicien, qu'on parle en anglais, on dit entrepreneurship, toutes ces compétences d'entrepreneuriat, de savoir aussi comment on se présente, de toutes ces dimensions de médiation. C'est des éléments qui sont de plus en plus développés aussi au sein des hautes écoles de musique au niveau supérieur. Et puis aussi de se dire que les compétences acquises dans le cadre d'une formation peuvent être transposables dans d'autres domaines. Finalement, il y a aussi des gens qui vont finalement prendre des chemins différents où ils vont pouvoir aussi
voilà, amener leurs compétences. Évidemment, il y a les métiers phares en musique, mais il y a énormément d'autres métiers. Et ça, en tout cas, c'est le message, je pense, qui est important, et d'autant plus aujourd'hui avec le contexte quand même qui a vu une période tellement, qui est toujours une période tellement difficile pour les artistes, c'est vraiment de partir en se disant, je vais m'inventer mon métier de musicien. Tout à fait. Est-ce que on me pose une question sur les études? Est-ce qu'il y aurait un profil un peu type, au moins dans nos établissements français, sur le contenu des études dans l'enseignement supérieur? Où c'est difficile à définir parce que, comme on l'a dit aussi, l'offre est variée, mais je pense qu'il y a quand même j'ai l'impression, des leitmotifs qui reviennent. Bien entendu, ne serait-ce que l'instrument ou la discipline principale, en tout cas, pour laquelle on entre. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'on va vers un enseignement justement beaucoup plus, le plus ouvert possible, pas simplement centré sur la discipline principale, qui est essentielle, mais sur un enrichissement pour peut-être, comme Béatrice vient de le rappeler, être capable de s'adapter à toute situation et pourquoi pas à faire des métiers paramusicaux ou autres, mais en tout cas avoir une formation qui ouvre sur une vie professionnelle riche. Jean-Claire. Merci Pascal. Sur le plan, j'allais dire législatif, en tous les cas, donc ce qui nous encadre et ce que nous avons tous en commun, tous les établissements accrédités à délivrer le DNSPM, l'arrêté définit le contenu de ce que c'est un DNSPM en termes de formation de manière très générique. Donc rien n'est défini par l'arrêté en dehors du référentiel de compétences. Il y a un référentiel de compétences professionnelles du DNSPM, c'est-à-dire ça liste les compétences qu'est censé savoir maîtriser un titulaire du diplôme. Et donc, charge à chaque établissement de décliner en contenu de formation des dispositifs qui vont permettre de construire ces compétences. Tu peux illustrer certains points précis, par exemple, pour que les personnes qui ne connaissent pas, c'est vrai que derrière chaque diplôme, d'ailleurs, dans tous les domaines, que ce soit médecine ou autre, il y a toujours, se cache derrière un diplôme, un référentiel de ce diplôme. Par exemple, en musique, on peut peut-être illustrer ça par la différence entre une application, par exemple, au Pôle Sup 93 et un des éléments de ce référentiel. Oui, alors c'est vrai que les référentiels, tous les diplômes dont on parle, le DNSPM, le DE, le DUMI, le CA, sont des diplômes encadrés par des référentiels nationaux. Alors après, des différences, mais elles sont innombrables. Je ne sais pas, je parlais tout à l'heure du Pôle Sup 93 qui est très engagé dans la production de projets artistiques pluridisciplinaires qui vont associer la musique aux autres arts du spectacle vivant. Ça, je crois que c'est une singularité de notre établissement. Je ne dis pas que d'autres établissements ne le font pas. Le CNSMDP, du seul fait déjà qu'il ait des musiciens et des danseurs dans ses effectifs étudiants, construit très évidemment des projets pluridisciplinaires, mais peut-être en conduit-on plus évidemment au Pôle Sup 93 que dans un autre Pôle Sup français. Voilà un exemple. Ça n'est pas une injonction du référentiel, c'est-à-dire que le référentiel ne dit pas qu'un titulaire du diplôme doit être en capacité de conduire un spectacle avec un circassien, mais il est demandé quelque part dans le référentiel que le cursus doit lui permettre de développer son projet artistique personnel. Et nous, c'est notre définition, c'est une des solutions possibles. C'est de sortir du fléchage systématique vers les métiers de l'orchestre. En disant, je suis musicien professionnel, donc c'est pour rentrer comme musicien permanent dans un orchestre national. Je peux inventer mon propre projet artistique, quitte pour cela à aller solliciter les compétences d'autres collègues artistes issus d'autres champs disciplinaires. Voilà un exemple, par exemple. D'autres éléments sur ces diplômes? Est-ce qu'en Suisse, vous avez un référentiel, j'imagine? Oui, évidemment que chaque filière a son référentiel de compétences qui est ensuite décliné en plan d'études cadre qui est validé avec une certaine proportion de ces fameux crédits ECTS. Donc, crédit ECTS, on évalue un crédit ECTS à environ 25 et 30 heures de travail, donc entre le présentiel et le travail personnel. Et pour obtenir un bachelor, il en faut 180, donc 3 fois 60.
et puis pour un master 120. Donc ça, évidemment que c'est décliné, ces référentiels de compétences, mais en gros, au niveau du bachelor, on fonctionne par module, avec un module qui est rattaché à la discipline principale, un module qui est dit plus pratique, qui va prendre toutes les dimensions justement comme son nom l'indique, d'expérience musicale, vraiment concrète, et puis un module, ce qu'on appelle de formation musicale générale, qui va regrouper toutes les dimensions théoriques, et ce qui est en lien avec le projet de bachelor, qui est une association entre le récital final et un travail réflexif. La dimension de regard réflexif sur sa pratique, il est construit aussi au fur des années. Et au niveau du master, l'aboutissement, le travail de master est également au cœur du dispositif, cette dimension réflexive sur sa pratique d'interprète, et qui est déclinée évidemment différent en fonction de la filière visée, que ce soit une filière pédagogique, une filière d'interprétation, de soliste, de direction d'orchestre, d'instruments historiques ou autre chose. Merci. Alors, sur un point plus concret, Constance nous demande, existe-t-il dans d'autres établissements que les CNSM des formations supérieures de culture musicale et de médiation culturelle? Oui. Oui, ben, il y a en fait, enfin, ce n'est pas un établissement supérieur musique, mais dans le cadre universitaire à Paris 3, Sorbonne Nouvelle, il y a un master de médiation de la musique. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question de… En tout cas, la question est intéressante parce qu'en fait, la question, en fait, elle sous-tend, je ne sais pas si elle a été posée pour ça, mais elle sous-tend une réalité qui est la suivante, c'est que la culture musicale ne bénéficie pas du diplôme du DNSPM. Et que donc, de ce fait, on ne trouve pas la culture musicale en tant que discipline principale dans les pôles. C'est ça la question en fait qui a été posée, je suppose. En tout cas, c'est un constat effectivement. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en termes de conservatoire, il n'y a que les deux CNSM qui, pour l'instant, dispensent un enseignement supérieur dans cette discipline. Et c'est très regrettable, effectivement. Hein. C'est très regrettable, notamment parce que, pour la question qui a été évoquée juste avant, c'est-à-dire l'environnement d'un parcours, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir en discipline principale des parcours de culture musicale, c'est ça de moins dans l'environnement d'un parcours, même pour des parcours qui ne sont pas spécialisés dans la culture musicale. Et c'est très regrettable, je trouve. Alors, il y a des raisons historiques, syndicales, etc. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à trouver de points d'attache pour arriver à ce que le DNSPM existe aussi dans cette discipline. Ce qui est d'ailleurs dommage historiquement, puisque c'est un des fleurons, cet enseignement de la formation musicale traditionnelle de la culture à la française. Béatrice. Oui, je voulais dire qu'à la Haute École de musique de Genève, nous avons un master en ce qu'ils appellent théorie musicale. Donc, ce n'est pas au niveau bachelor, mais au niveau master. Donc, des étudiants qui auraient fait un bachelor instrumental, vocal ou un bachelor musique et musicologie pourraient tout à fait faire un master en culture musicale, disons élargie en théorie. Et d'ailleurs, on a élargi depuis à des options spécifiques pour ce master en théorie, soit un axe enseignement, ça veut dire des personnes qui sont intéressées par enseigner les disciplines théoriques, ou un axe recherche, quelqu'un qui voudrait se concentrer sur des projets de recherche et peut-être viser à terme d'entrer dans un doctorat, et un axe ethnomusicologique, parce qu'on a une filière en ethnomusicologie au niveau master, et c'est des terrains d'application aussi différents. Pour répondre à l'autre question de la médiation qui était posée, on a finalement des dimensions de médiation dans le cadre des cursus bachelor, soit dans le cadre de modules d'ouverture, et également les étudiants qui sont en master de pédagogie, qui choisissent ce master en deuxième master, ils terminent en fait leur formation par un concert médiation. Donc, ils doivent choisir un terrain d'application pour proposer un projet spécifique qui leur est personnel, adressé à un public qu'ils choisissent. Et donc là, il y a un accompagnement qui est proposé dans le cadre de cette dimension-là. Merci. Alors, il y a une question très franco-française. Ah, Christiane veut ajouter quelque chose sur ce point si fondamental de la médiation. Pas spécialement là-dessus. Je veux juste revenir sur la question des référentiels. Il y a effectivement, ce qui a été très bien expliqué, des référentiels de diplôme.
mais il y a aussi des référentiels métiers et qui vont s'appuyer. Donc, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui va définir un artiste professionnel du spectacle vivant? Et là, on ne parle plus de diplôme, parce qu'on peut être un artiste professionnel du spectacle vivant sans être passé forcément ou avoir acquis des diplômes, mais qui va relever d'autres compétences. Et les compétences qui ont été évidemment évoquées ici, et quelles sont-elles? Eh bien, bien sûr, des compétences artistiques qui vont se décliner et qui sont bien sûr tout à fait largement traitées dans leurs différentes dimensions, celles que vous venez d'évoquer. Ça veut dire plusieurs disciplines, bien sûr l'orchestre, la musique de chambre, le récital, différents répertoires, différents styles, parfois différents et même encourager différents instruments ou des variantes d'instruments, mais aussi des questions de gestion de projet, ça a été évoqué par Béatrice et qui commence à être également bien sûr présent dans les établissements supérieurs, donc sans même aller jusqu'au terme d'entrepreneuriat artistique, mais néanmoins, il est quand même présent. Ça veut dire être à même aussi d'organiser, de penser, de mettre en œuvre, d'amorcer sa carrière, puisqu'il y a extrêmement peu de chances que un agent artistique miraculeux vous cueille à la sortie de votre récital pour vous lancer dans une carrière internationale. Je pense que ça n'existe pas. Donc, c'est un processus. Donc, comment on le réfléchit? Et ça va avec ce qui a été évoqué par Béatrice et puis par vous autres, les projets que l'on a faits, qui ont permis de forger également des expériences, une connaissance de l'environnement professionnel, une connaissance également des risques physiques, de la santé, donc des questions aussi qui peuvent toucher. Alors, pour les danseurs ou les circassiens, elle a été maintenant très largement intégrée dans le cadre des études. Pour les musiciens, elle a été plus discrète, disons, mais aujourd'hui, elle est évidemment présente. Ça peut venir assez vite, un accident, des problèmes de tendinite, des problèmes de santé divers et variés. Et puis, deux compétences complémentaires qui sont également très importantes, la capacité à monter des projets artistiques et la capacité à mener des actions culturelles. Donc, ce sont là, cette fois-ci, des compétences qui ne relèvent pas de diplôme, mais qui relèvent de ce que l'on attend aujourd'hui. Et donc, on voit bien des capacités, de la variation, de la variabilité qui est présente à l'intérieur des métiers artistiques. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Donc, la médiation, on va la trouver au sein des établissements artistiques, et aujourd'hui, la pratique, la mettre en œuvre, forme, ou en tout cas donne des expériences, des expérimentations, déjà au sein des CRR. Énormément d'étudiants des CRR ont eu des expériences d'intervention dans des classes, d'intervention auprès de personnes âgées, auprès de différents types de publics, et puis au niveau des supérieurs et au niveau de l'université, on a effectivement soit ce master spécialisé, de très très nombreux diplômes qui relèvent de la médiation, pas forcément musicale, mais de la médiation culturelle, qui est un enjeu tellement central aujourd'hui. Alors, il y a une question très franco-française. Attention Philippe, on me demande, est-ce quelle différence entre les pôles supérieurs et le CNSM par exemple? Pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre? Alors, les débats sont ouverts entre les pôles et les CNSM. Moi, je ne répondrai pas spécialement à cette question sous cet angle-là, mais en tout cas, ce qui est intéressant, je vais parler évidemment, parce que Jean-Claire a dit que son pôle était le meilleur de la Terre, donc le nôtre est le meilleur de l'univers, mais donc je vais parler de ce que je connais. Donc, ce qu'offre le Conservatoire de Paris, c'est un parcours complet jusqu'au doctorat, et c'est intéressant à ce titre, c'est qu'il y a une continuité d'études à la fois de NSPM, puis le diplôme conférant le grade de master, puis un troisième cycle qui peuvent d'ailleurs se décliner sous différentes formes. Et puis c'est sur l'environnement aussi. Ça c'est quand même une grande force du Conservatoire de Paris, c'est que c'est une communauté de près de 2000 personnes. Si on additionne à la fois les étudiants et le personnel administratif et enseignant, donc c'est un établissement important et qui, à ce titre, offre justement une richesse de parcours et d'environnement qui est significative. Bon, après, voilà, il faut y rentrer déjà, et c'est pas simple. Et puis, il faut surtout que ça réponde, ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, que ça réponde à son projet. Si son projet, c'est pas de faire le Conservatoire de Paris, il y a une vie en dehors du Conservatoire de Paris et une très belle vie. Voilà. Et Jean-Claire, peut-être une... Oui, tout ce qu'a dit Philippe est très juste.
qu'est-ce que je peux dire en complément? Déjà, une chose très importante, fondamentale, tu l'as rappelé en introduction, le CNSMDP, il a 250 ans, les pôles sup ont 12 ans. Donc, le CNSMDP a 250 ans d'avance sur nous et on aura du mal à les rattraper. Et c'est une maison magnifique dont j'ai le plaisir d'être un ancien élève et j'en suis excessivement fier. Et alors, ce qu'a décrit Philippe peut être vécu par certains comme étant un avantage considérable, c'est de cette communauté de 2000 acteurs. Les pôles sup sont plus petits, clairement, et ça peut, pour certains, être un atout parce que ça nous permet, je pense, d'avoir un accompagnement très individualisé de chaque parcours de scolarité. Moi, je connais tous mes étudiants par leur prénom, par exemple. Et on a une équipe de scolarité qui suit individuellement chaque parcours. Et certains étudiants peuvent avoir besoin de cet encadrement, de ce maternage, du chouchoutage, de cet encadrement et de cette individualisation des parcours. Donc, c'est en fonction du profil de chacun, de ce qu'il souhaite trouver dans l'école dans laquelle il se présente, de la nature des enseignants avec lesquels il a envie de travailler, de la nature de la vie artistique qu'il pourra connaître à l'intérieur de cet établissement. Et ça rejoint la question qu'on se posait tout à l'heure. Pourquoi choisir telle école plutôt qu'un autre? En tous les cas, très évidemment, ni Philippe ni moi ne seront ceux qui joueront les CNSM contre les pôles ou les pôles contre les CNSMB. Ce que je vois, moi, c'est cet avantage considérable aujourd'hui pour les jeunes musiciens qui veulent se professionnaliser dans la musique, cette variété d'écoles entre, encore une fois, les pôles sup, les CNSMD, les CFEDEM, les CFMI, les universités, quelles que soient ses capacités, quelles que soient ses attentes, quels que soient ses besoins, on doit pouvoir trouver l'école qui satisfera ces trois dimensions. Alors, je compléterai aussi de mon expérience du PSPBB en son époque, enfin, qui n'avait pas encore 12 ans, qui a commencé à 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors, c'est vrai que la spécificité de la plupart des pôles, des parcours en master, c'est quand même de délivrer plutôt un enseignement de premier cycle jusqu'au DNSPM. Ça, c'est important. Mais je me rappelle qu'au tout début, bien entendu, il y avait aussi des rumeurs et justifiées, c'est-à-dire de se dire, est-ce que si je fais mes études, par exemple au PSPBB, je vais pouvoir réussir mon concours de master? Les étudiants en CNSM sont plus à même de le réussir. D'ailleurs, il n'y a toujours pas de concours pour rentrer en master quand on est déjà en études, et certains étudiants le prenaient en handicap. Et puis, je crois, Philippe, qu'on peut dire maintenant que nombre d'étudiants des différents pôles français rentrent directement en master après avoir fait un DNSPM et avoir eu leur licence, et que la bonne nouvelle, c'est que maintenant, voilà, l'enseignement peut se répartir tout à fait aisément entre ces deux structures d'enseignement. Et encore, n'oublions pas qu'il y a certains pôles qui ont des masters très spécifiques qui ne reprennent pas les masters du CNSM. C'était la question qu'on se posait au PSPBB. Est-ce que c'est important de faire un master, par exemple, en violoncelle? Je ne sais pas, il y a largement ce qu'il faut au CNSM, mais faire des masters spécifiques en musique ancienne ou sur des points très, très, très précis, ça peut se faire. Je ne sais pas ce qu'en pense Philippe sur la... En tout cas, par exemple, l'accès au master quand on vient des pôles, c'est une question intéressante, je pense, et importante. Oui. Alors, je voudrais juste donner une précision. Ce n'est pas tout à fait vrai que les étudiants du CNSM ne passent pas le concours d'entrée pour entrer en deuxième cycle. En fait, c'est l'examen de fin de premier cycle qui fait office de concours d'entrée pour poursuivre. Et bon, c'est très, très rare, mais on peut effectivement stopper les études d'un étudiant à la fin du premier cycle et ne pas l'autoriser à poursuivre en deuxième cycle par cette étape-là. Bon, et néanmoins, pour compléter ce que vous avez dit, effectivement, et ça c'est un des grands atouts du LMD, en fait, hein, c'était bien l'objet, c'est qu'il y ait une circulation, bien sûr, sur le territoire français, mais aussi au niveau de l'Europe, entre les différentes écoles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. C'est-à-dire des élèves du conservatoire qui ont fait un premier cycle postulent à Berlin, à Londres ou à Bruxelles, enfin peu importe, hein, pour faire un master à l'étranger. Là encore, parce que ça correspond à leur parcours. C'est pas seulement parce que c'est le fun d'aller à l'étranger, c'est parce que leur parcours les conduit vers ces écoles-là, parce qu'ils y ont trouvé, soit par le biais d'un échange Erasmus, par exemple, des professeurs qui leur convenaient, ou un encadrement qui était tout à fait, qui répondait à leurs espérances, ou un
un environnement qui était aussi plus conforme à ce qu'ils recherchaient. Voilà. Et inversement, des élèves qui ont fait des premiers cycles en France ou à l'étranger peuvent présenter directement le concours d'entrée en deuxième cycle au conservatoire. Et il y a des places qui sont dévolues à ce concours à chaque fois. Et bien sûr, c'est difficile d'y rentrer comme en premier cycle, hein, mais en tout cas, ça fonctionne et ça fonctionne bien. Alors, on parle de nos structures et puis il y a des questions que je vais vous les lire telles quelles, hein, bien entendu. Puis il y a une partie qui m'intéresse beaucoup, c'est je prépare actuellement un DEM, je veux être musicien d'orchestre, quel parcours de formation? Ça, on s'en doute, c'est une bonne question déjà, mais peut-on entrer directement dans un orchestre ou vaut-il mieux avoir un diplôme d'enseignement supérieur? Une autre question presque similaire, quelle autre voie pouvons-nous emprunter, c'est-à-dire parallèle à l'enseignement de la musique, pour entamer une carrière? En fait, on se pose la question, nous avons bien entendu des métiers très, très spécifiques. On sait très bien que le diplôme ne donne pas accès à la carrière, c'est pas comme ça que ça marche, à l'inverse d'un diplôme de médecin ou autre, mais quoique. Voilà, ça repose la question peut-être de nos institutions. À quoi servent-elles vraiment et quelle est la place des diplômes? Est-ce qu'on a besoin d'un diplôme pour rentrer dans un orchestre? C'est, je trouve, des questions qu'il faut à tout prix se poser à cet âge-là. Ben, sur cette question-là, moi, je veux bien répondre. Alors attention, hein, c'est une réponse, là encore, franco-française, hein, parce que tous les orchestres du monde entier ne fonctionnent pas sur le même modèle. Hein, et donc, ça, c'est très important. Mais le fait est, c'est d'ailleurs, je dis franco-français, c'est tout à fait... c'est vraiment une spécificité française, ça, de baser les recrutements sur le mérite. D'ailleurs, vous avez signalé tout à l'heure qu'il n'y avait pas de prérequis pour le Conservatoire de Paris. C'est vrai, sauf la limite d'âge, effectivement, il y a quand même une limite d'âge pour rentrer, mais il n'y a pas de prérequis, même pour rentrer en DNSPM. Hein, c'est parce que, voilà, historiquement, en France, c'est le mérite qui est mis en avant. Et pour stricto sensu, pour les orchestres, on n'a besoin d'absolument aucun diplôme. Vous pouvez vous inscrire à un concours de recrutement d'orchestre sans formation ou sans diplôme particulier, puisqu'on ne vous le demandera pas, a priori. Mais par contre, il y aura un concours qu'il faudra réussir, effectivement, ou rater. Et c'est sûr qu'à ce titre-là, ben, les pôles et la formation, tout d'un coup, a une importance première. La formation, elle est censée préparer au métier et elle est censée préparer à tous les aspects du métier, en particulier à celui qu'on évoque, c'est-à-dire l'étape du recrutement. Et je parle pour les métiers d'orchestre, mais c'est vrai pour tous les autres. Hein, Béatrice, qu'en est-il à Genève? La situation des orchestres en Suisse, je pense que c'est la même chose en France. Pour une place, il y a un nombre de candidats énorme qui se présentent et il y a une sélection qui va être sur la base du dossier déjà. Donc, en effet, la formation va avoir une importance, mais pas uniquement. Si la personne a déjà occupé un poste dans un orchestre, va être peut-être reçue, mais pas tous les candidats qui se présentent pourront être invités. Et là, on a même des fois des soucis ou des étudiants qui ont fait le master orchestre spécifique et qui ne sont pas invités parce qu'il y a trop de candidats qui sont proposés, ce qui pose problème aussi. Par contre, au niveau de l'enseignement, dans tout ce qui est école de musique, conservatoire, donc non professionnel en Suisse, le titre du master de pédagogie est obligatoire, sinon ils ne sont même pas invités au concours de recrutement. Et ça, c'est pour, je dirais, les postes fixes ou un petit peu stabilisés au niveau de la musique. C'est vrai qu'il y a aussi des parcours atypiques où les personnes vont réussir à faire leur place parce qu'ils ont un projet personnel fort, artistique, spécifique. Mais c'est quand même plus difficile. Alors, il nous reste un petit quart d'heure où, au-delà des questions, elles sont des fois encore très, très, très ponctuelles, mais est-ce qu'il y a de manière libre des choses que l'on a peut-être envie de dire, des messages à délivrer dans ce dernier quart d'heure aux personnes qui nous écoutent, au-delà des spécificités? Les spécificités, on peut les trouver évidemment sur les sites, on en a parlé. Est-ce que chacun d'entre nous a peut-être un petit conseil à délivrer à nos futurs musiciens? Moi, je voudrais juste revenir sur une question qui a été posée tout à l'heure et à laquelle notre collègue suisse a magnifiquement répondu, là, sur à quoi sert le diplôme et quelle est l'insertion derrière. Oui. Moi, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que ce n'est pas manichéen comme ça pourrait être dans d'autres parcours. C'est-à-dire on ne fait pas des études, puis à la fin, on postule et on trouve un job ou on fait un stage et ça y est, voilà.
En fait, bien sûr, tout le monde le comprend, et c'est ce que notre collègue a sous-entendu tout à l'heure très clairement, c'est pendant le parcours de formation que se construit effectivement l'identité du musicien et son futur parcours, et son futur parcours professionnel, j'entends. Et donc, il y a un tuilage entre les deux, et même, il y a quelquefois davantage même que cela, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants au CNSM, par exemple, qui trouvent des places d'orchestre pendant leurs études. Et c'est assez compréhensible, hein, dans la mesure où ils sont dans une période où ils sont particulièrement entraînés à passer des épreuves régulières devant des jurys. Donc, ils sont dans cette mouvance-là. Et donc, effectivement, ils sont dans une posture où ils ont tout à gagner quand ils se présentent dans un concours d'orchestre. Et donc, ça peut arriver que, et c'est même assez fréquent, hein, qu'ils réussissent les concours d'orchestre pendant leur scolarité d'ailleurs qu'ils n'abandonnent pas, hein, qu'on essaye d'aménager pour qu'ils puissent néanmoins aller jusqu'au diplôme. Mais voilà, donc c'est pendant le parcours de formation que se construit à la fois l'identité, le réseau, les connexions et le futur parcours professionnel, même s'il pourra évoluer, bien sûr, une fois la sortie d'établissement opérée. Il y a quand même une question avant que nous concluions peut-être sur ce sujet, Jean-Claire. Après, nous avons une question. Voilà, le diplôme n'est pas une fin en soi. Philippe a magnifiquement souligné le fait que le plus important de l'histoire, c'est le contenu du cursus, de la formation, des rencontres, des projets artistiques auxquels on va participer. C'est ça le plus essentiel, le plus important, le plus formateur. Le diplôme, il vient, encore une fois, certifier la maîtrise de compétences. D'accord, très bien, et bravo, et ça permet de faire une fête avec ses amis, c'est génial. Mais ce n'est pas le plus important de l'histoire. Néanmoins, il est vrai que pour les métiers de l'enseignement, le DE, le DUMI, le CA ne sont pas des diplômes obligatoires. C'est-à-dire qu'un conservatoire peut absolument recruter un professeur de piano, de clarinette ou de trombone qui n'aurait ni DE, ni DUMI, ni CA, s'il estime que c'est son meilleur candidat. Pour autant, c'est souvent un critère de premier filtre, de premier tri des dossiers de candidature pour un poste de professeur en conservatoire, que d'avoir tel ou tel de ces diplômes. Et je le constate et le déplore pour nos collègues suisses, mais un candidat qui arriverait avec un bachelor de pédagogie obtenu à l'étranger, parfois verrait sa candidature retoquée à un poste de professeur en conservatoire en France parce qu'il n'a pas le précieux sésame du diplôme français, qui est le diplôme d'État de professeur de musique ou le certificat d'aptitude de professeur de musique. Et donc là, on parle éventuellement d'une insertion professionnelle pour laquelle le diplôme apparaît néanmoins tout de même comme un sésame important. Alors, une question vraiment d'actualité dans les 10 dernières minutes, mais merci de l'avoir posée à Victoria. Avez-vous remarqué des changements notoires suite à la crise, enfin, je ne sais pas si c'est suite d'ailleurs, ou par rapport à la crise sanitaire, nombre de places, politiques différentes, budget, etc. Est-ce que vous avez déjà remarqué des changements, peut-être aussi d'ailleurs des changements de recrutement? Et qu'est-ce que cette crise, déjà, qui date d'un an, a peut-être pu modifier aussi bien pour les études, les choix d'études, que dans nos métiers de musiciens, en plus de tout ce que nous savons, malheureusement, concernant les spectacles? Peut-être une réponse par rapport aux étudiants qui sont en cours de cursus. C'est vrai que ça a été une année vraiment difficile parce que beaucoup de choses sont passées à distance. On a pu quand même maintenir la plupart des projets en présentiel, mais sans public. Il y a beaucoup de questions, d'inquiétudes de la part des étudiants. Et en même temps, là, on vient de clôturer les admissions. On a pratiquement 20% de plus de demandes d'admission que les années précédentes. Donc, je ne sais pas si ça se vérifie aussi au niveau en France par rapport à ça. Et je pense que cette période, bien sûr, elle va exiger beaucoup, on dit beaucoup qu'il faut qu'on se réinvente, que les artistes se réinventent, mais je pense aussi qu'il y a un besoin de la société, de la culture. Donc, peut-être je fais un lien avec l'autre demande, quel conseil on pourrait donner pour la suite? Moi, de croire en votre projet déjà, de vraiment, vous avez un projet, vous avez une passion, il faut se lancer à bras-le-corps. Et puis, c'est vrai que c'est la vie aussi qui va vous permettre de faire les bonnes rencontres, d'être aiguillé, vous allez être accompagné pendant ce parcours. Et je pense qu'il faut y croire parce qu'évidemment qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout est noir derrière, on voit la vie, mais ça va changer. Moi, je suis une personne
optimiste. Et donc, on va revenir à pouvoir montrer des choses au public. Je pense qu'en sortant de sa crise, les artistes auront un rôle mais crucial à jouer pour aussi voilà, redonner confiance à la population, pouvoir apporter le beau, pouvoir vraiment permettre de redonner confiance en la vie, parce qu'on a été quand même bien meurtris pendant cette période, tous, vraiment. Oui, moi, je voudrais ajouter, mais c'est exactement en complément de ce que vous venez de dire. Donc, il y a deux choses qui ont beaucoup marqué, d'une part les artistes, d'autre part les jeunes en études. C'est que tant que cette crise dure, il vaut mieux rester au chaud. Donc, ça explique qu'effectivement, il y a plus de candidatures et ça se confirme aussi au Conservatoire de Paris, beaucoup plus de candidats au concours d'entrée. Hélas, pas plus de places, hein, mais plus de candidats, c'est certain. Et puis, des élèves qui, plus volontiers, poursuivent leur parcours, enfin, allongent leur parcours au conservatoire tant qu'ils y sont. Ça, c'est le premier point. Et pour les artistes, tout le monde a, c'est très triste, même si c'est en soi très beau, mais tout le monde a compris que ceux qui s'en étaient le mieux tirés pendant cette période de crise, c'est ceux qui avaient des heures d'enseignement. Et parce que l'enseignement, lui, il a perduré et qu'il a pu être stabilisé, même dans des conditions qu'on dit dégradées. Et donc, il y a eu un effet absolument étonnant. Par exemple, le Conservatoire de Paris recrute un professeur de musique de chambre pour un mi-temps. Et nous avons eu 141 candidatures. C'est la première fois qu'on dépasse les 50 candidatures pour un poste à mi-temps. C'est hallucinant, 141 candidatures, toutes aussi belles les unes que les autres. Mais on a bien compris qu'effectivement, l'enseignement, c'était la pierre angulaire qui avait réussi à se stabiliser pendant cette période de crise grave. Je confirme complètement ce que vient de dire Philippe et Béatrice. Et c'était une surprise pour ce qui me concerne, l'accroissement du nombre de candidatures au concours d'entrée dans ces proportions-là, 20%. J'imaginais qu'au contraire, on allait connaître une baisse. Et en revanche, également l'attractivité renouvelée des métiers de l'enseignement, puisque nous, au Pôle Sup 93, on a une formation continue au diplôme d'État. Et là, on a vu arriver au concours d'entrée à cette formation continue un nombre important d'artistes intermittents qui d'un coup se disaient « Oups, la carrière est à l'arrêt depuis 1 an » et qui viennent tenter d'obtenir un diplôme d'État pour se professionnaliser dans l'enseignement de la musique et tenter d'obtenir un poste en conservatoire. Oui, ça, je confirme aussi, c'est un élément qui s'accentue, mais que je constate quand même depuis longtemps. Moi, je ne peux qu'encourager les artistes musiciens s'engageant dans des études artistiques de songer, et d'ailleurs ils le font tout seuls, je crois, mais de songer sérieusement au diplôme d'enseignement, mais aussi dans son sens le plus extensif. C'est pour ça aussi que les compétences du côté de l'intervention, de la médiation, de la gestion de projets culturels sont extrêmement importants. Puis je voulais aussi dire, par rapport à quelques questions qui sont passées, rappeler que malgré la situation sanitaire que tout le monde connaît, nous maintenons quand même notre activité d'information, de conseil. Donc, il est très facile de nous contacter, de me contacter, le FUSE, l'APEC, Pascal Lecor, bref, je crois que tout le monde a mon mail, ceux de mes collègues, que nous avons en temps ordinaire de toute façon une permanence le mercredi. Donc, quand la vie est normale, tous les mercredis de 13h à 18h, il y a une permanence sur toutes les questions. Et je précise que nous ne travaillons pas loin de là qu'avec des jeunes gens, mais reconversion, VAE, formation sur des réorientations professionnelles, c'est une très très large part de nos activités et que donc ça c'est libre, gratuit, ouvert. Qu'il y a beaucoup de choses sur notre site également. Il y avait une question qui passait, j'avais mis en lien sur toutes les formations, tous les établissements d'enseignement et je précise aussi tout ce qui est en parallèle. Parmi les questions, évidemment, c'était l'enseignement, donc les établissements d'enseignement, les diplômes sont évidemment extrêmement importants, mais j'insiste moi de mon côté aussi beaucoup sur tout ce qui peut se faire en termes d'orchestre de jeunes, d'académie d'orchestre, bref, tout ce qui va se faire en parallèle et qui joue un rôle absolument essentiel, notamment aussi si on s'intéresse à des études à l'étranger. C'est un excellent moyen de s'informer, de se faire connaître et de connaître les établissements et les enseignants et qu'il faut le prendre en compte. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour des rencontres, pour venir vous informer.
soit le mercredi quand la vie est normale, soit quand la vie n'est pas encore tout à fait normale, eh bien, avec un mail et nous recevons sur place, sur rendez-vous, malgré tout, et sinon par téléphone ou par visio. Voilà. Donc des beaux messages d'espoir. Donc je crois que via l'APEC et via le FUSE, évidemment, nous restons à votre disposition pour répondre. Et puis, surtout, on vous a déjà donné le conseil, allez rencontrer aussi bien des anciens étudiants qui ont étudié dans des structures, allez voir les sites Internet, en plus, évidemment, de vos conseils, des conseils que peuvent vous dispenser vos professeurs proches de vous. Merci à vous tous d'avoir été présents et de ces riches moments d'échange qui permettent de faire également, même pour nous, de faire un point sur la situation de ces études fabuleuses et riches. Et de toute manière, crise sanitaire ou pas, la musique continuera à être présente dans nos cœurs, dans les salles, car c'est quand même une façon de vivre, donc on ne peut pas s'en passer. Bonne soirée à tous. Merci.